Direction la ville de Houston, dans le Texas, aux États-Unis, pour une célèbre affaire qui a marqué la décennie 90. Deux amies, Jennifer et Elizabeth, vont se volatiliser en rentrant d'un anniversaire. Les policiers ne prenant pas l'affaire au sérieux, une source anonyme, prise d'empathie pour ses parents laissés à l'abandon, va forcer les policiers à agir et même patiemment les guider. Et alors qu'on pensait cette affaire résolue, une autre va émerger. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Jennifer Erdmann et Elizabeth Peña. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite à remonter 31 ans en arrière, au jeudi 24 juin 1993. Ce soir-là, il y a une fête de prévue. Gina Escamilla fête son anniversaire et elle a invité ses camarades de classe. Elle habite un complexe d'appartements situé dans le quartier de Spring Hill et comme il est équipé d'une grande piscine, chacun est prié d'apporter son maillot de bain. Au programme, baignade, musique, barbecue, rien de très fou, si ce n'est le plaisir de se retrouver. Les festivités commenceront à 20h et parmi les invités, il y a Elizabeth Peña et Jennifer Erdmann. Jennifer est âgée de 16 ans, quant à Elizabeth, elle est plus jeune d'une année. Les deux se sont rencontrés au lycée Waltrip 2 ans et demi auparavant. Elles ont eu un véritable coup de cœur et depuis, elles ne se lâchent plus. Elles passent énormément de temps ensemble et les savoirs ensemble rassurent leurs parents. Avant de rencontrer Elizabeth, Jennifer avait commencé à se rebeller. Elle n'avait de cesse de remettre en question l'autorité de ses parents, mais lorsqu'elle s'est liée d'amitié avec la douce et sérieuse Elizabeth, tout a changé. Cette dernière a eu une influence positive sur elle. Jennifer s'était assagie, elle était de meilleure humeur et ses notes étaient remontées. Et à l'occasion de l'anniversaire de Gina, Elizabeth a invité Jennifer à venir dormir chez elle. Elles ont convenu qu'elles allaient se préparer ensemble avant de partir chez Gina. Ce jour-là, le père de Jennifer, Randy Erdmann, la dépose chez Elizabeth à 16h15. Aussitôt arrivées, les deux s'engouffrent dans la chambre d'Elizabeth. Elles sont heureuses de se voir, surtout qu'elles ne se sont pas vues depuis plus d'1 semaine, puisqu'Elizabeth revient tout juste de vacances en famille en Floride. Et c'est là-bas qu'elle avait fêté son anniversaire. Alors quand Jennifer arrive, elle lui montre le petit téléavertisseur et les quelques vêtements qu'elle s'était achetés avec l'argent de son anniversaire. Les deux se préparent dans la joie et la bonne humeur. Jennifer, qui a commencé à se maquiller seulement quelques mois auparavant, passe un long moment devant le miroir à se faire une beauté. Elizabeth, quant à elle, vide son armoire à la recherche de la tenue idéale. Puis, un peu avant 20h, elles sont prêtes, et ça tombe bien, puisque c'est l'heure du départ. Melissa Peña, la mère d'Elizabeth, les accompagne en voiture jusque chez Gina, qui habite non loin de là, dans le quartier voisin, et en arrivant, Melissa rappelle aux filles leur engagement, à savoir être rentrées à 23h30 au plus tard. Les deux amies la rassurent, et puis elles foncent retrouver leurs amis. Et la fête se passe merveilleusement bien, tout le monde s'amuse, au point où les deux amies ne voient pas l'heure passer. Et lorsqu'elles regardent leur montre, il est déjà 23h15. Oups, la boulette. Elles vont être en retard puisqu'elles ont 1 demi-heure de marche jusqu'au domicile d'Elizabeth. Alors c'est sans attendre qu'elles saluent leurs amis et qu'elles se mettent en route. Le lendemain au réveil, Melissa, la maman d'Elizabeth, est en colère. Lorsqu'elle s'est couchée la veille, Jennifer et sa fille n'étaient toujours pas rentrées. Et là, elle se rend compte que la chambre d'Elizabeth est vide et le lit n'a même pas été défait. Elle est contrariée et elle compte bien leur passer un savon à leur retour. Elle se dit qu'elles ont probablement décidé de dormir chez Gina, alors elle l'appelle. Mais Gina l'informe qu'elles ont quitté la fête la veille au soir vers 23h15 pour, justement, rentrer avant l'heure fixée. Elle lui suggère d'appeler d'autres amis. Elles ont peut-être changé leur plan à la dernière minute, qui sait. Melissa appelle alors l'une des meilleures amies d'Elizabeth, Christina Almaraz, mais Christina ne sait pas non plus où elles sont, elle qui n'a même pas assisté à la fête de la veille. L'inquiétude monte, Melissa, rejointe par son mari Adolphe Peña, se disent qu'elles sont peut-être allées chez Jennifer, alors ils appellent les parents de Jennifer, c'est Randy, le papa, qui décroche. Non, les filles ne sont pas là. À ce moment, tous pensent encore que les deux amies sont quelque part chez un ou une de leurs amis.
Ils vont les appeler un par un, mais les heures passent et toujours aucune nouvelle d'elle. Alors en fin d'après-midi, début de soirée, fous d'inquiétude, ils décident de pousser la porte du commissariat pour déclarer leur disparition. Mais manque de chance pour eux, les policiers sont débordés. Ils ont d'autres chats à fouetter. Pour eux, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ils leur disent qu'elles seront bientôt de retour. Ils vont tout de même enregistrer leur nom au cas où. Ils leur disent qu'ils vont ouvrir l'œil. En attendant, c'est merci, au revoir. Les parents sont dépités. Ils ont beau insister, expliquer que quelque chose de grave a dû leur arriver, que ce n'est pas dans leurs habitudes de partir comme ça sans prévenir. Mais les policiers, encore une fois, se veulent rassurants. Des disparitions comme ça, ils en voient tous les jours. Et c'est toujours la même chose. Après une petite escapade, ils sont de retour. Les parents comprennent alors que les officiers ne vont pas faire grand-chose et qu'ils vont devoir se débrouiller seuls. Alors ils ne vont pas perdre une seconde. Après avoir appelé la terre entière, dès le lendemain, ils vont placarder des affiches dans toute la ville et interroger au hasard les passants. Mais ça ne va rien donner. C'est toujours le même constat. La dernière fois qu'elles ont été vues, c'était quittant l'appartement de Gina et depuis, plus rien. Ils vont alors fouiller les environs et refaire le trajet qu'elles étaient censées emprunter le soir de leur disparition, mais toujours rien. Par chance, des journalistes s'intéressent à l'affaire. Ils relayent les photos des deux amies, mais encore un jour va passer et toujours aucune trace d'elle. Alors bien sûr, les parents vont relancer les policiers. Au 3e jour, les policiers se veulent encore et toujours rassurants, mais ils promettent cette fois de faire le nécessaire. Mais ils expliquent que c'est compliqué. Après tout, ils sont en sous-effectif et ils ont des affaires bien plus importantes à gérer. À ce moment donc, les seuls à avoir accepté de les aider sont quelques médias de la région qui ont relayé les disparitions. Mais alors que cela fait 4 jours qu'elles ont disparu, tout va basculer. Le 28 juin 1993, une source anonyme appelle le 8477. C'est un numéro bien connu à Houston. Il permet à n'importe quel habitant de signaler une infraction, quelle que soit la nature, ou d'apporter tout renseignement utile pouvant permettre de faire avancer une affaire en cours. Et aussi et surtout, l'anonymat est garanti. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de cette hotline. Et donc, cette personne va expliquer avoir des renseignements sur 2 disparus de la région, qu'on découvrira rapidement être Jennifer et Elizabeth, et que leur corps sans vie repose dans la zone boisée de White Oak Bayou. Puis, la personne raccroche. Les policiers sont immédiatement prévenus et ils vont enfin prendre l'affaire au sérieux. Ils vont aller en nombre dans la zone indiquée, mais le problème, c'est qu'elle est vaste. Ils font appel à un hélicoptère pour les aider, mais les heures passent et ils ne trouvent rien. Alors, ils vont faire appel aux médias pour les aider. Des journalistes sont dépêchés sur place, d'autres vont chez les familles des disparus, mais voilà que toujours dans la même journée, la mystérieuse personne rappelle. Sauf que, au lieu de contacter la hotline, elle contacte directement le 911. Et encore une fois, sans décliner son identité. Elle explique qu'elle a bien aperçu l'hélicoptère dans le ciel, mais qu'il a l'air de fouiller la mauvaise zone. Cette personne explique qu'il faut regarder de l'autre côté de la zone boisée, au niveau des voies ferrées, près du parc T.C. Esther, puis elle raccroche. Les policiers s'y rendent immédiatement, et c'est sans tarder qu'ils découvrent, dans un coin du parc en bordure de la fameuse zone boisée, des vêtements. Quelques vêtements de femmes éparpillés ça et là par terre, ça n'annonce rien de bon. Ils vont tomber sur une ceinture rouge en nylon déchirée, il en manque un bout. Et puis encore un peu plus loin, près de la voie ferrée, exactement à l'endroit indiqué par la source anonyme, ils trouvent 2 corps. Et même si les enquêteurs présument que ce sont là ceux de Jennifer et Elizabeth, leur état est tel qu'il est impossible de les reconnaître. Rappelons que nous sommes fin juin et qu'il fait très chaud à cette période de l'année. Et détail sordide, c'est sans doute leurs vêtements qui ont été jetés non loin puisqu'il leur manque une bonne partie de leurs vêtements. Et au même moment, au moment de la découverte, Randy, le père de Jennifer, est alors sur le point de donner une interview à une télévision locale lorsque l'un des caméramans reçoit une information indiquant que 2 corps viennent tout juste d'être retrouvés non loin du parc T.C. Esther. Et ce parc, il se situe justement
non loin du trajet emprunté par les filles le soir de leur disparition. Randy panique. Il veut aller voir au plus vite, alors il va prendre le contrôle du camion des journalistes qui n'ont d'autre choix que de le suivre et il va foncer sur les lieux. En arrivant au parc, il y a déjà une foule de curieux qui s'est agglutinée, il y a des policiers ainsi que des journalistes. Randy se précipite en hurlant vers le parc, les policiers présents font barrage pour l'empêcher d'aller sur les lieux, c'est bien trop horrible à voir. Le pauvre n'a de cesse de hurler. Est-ce qu'elle a des cheveux blonds ? Est-ce qu'elle a des cheveux blonds ? Il est désespéré, il est dans tous ses états et la scène qui a été filmée sera diffusée le soir même à la télévision. Et c'est une scène qui fend le cœur des téléspectateurs, d'autant plus que, oui, c'est bien sa fille. Si une reconnaissance faciale était impossible dans un premier temps, après une comparaison dentaire, il sera confirmé qu'il s'agit là des deux amies. Et elle repose là depuis 4 jours, à savoir depuis le soir de leur disparition. En apprenant la nouvelle, les parents sont dévastés, eux qui se sentaient déjà terriblement seuls et qui étaient dans une angoisse aussi interminable que douloureuse, comprennent qu'ils ne reverront plus jamais leurs proches. Et ce n'est que le début du cauchemar pour eux. Alors que le médecin effectue son rapport, les policiers vont rechercher activement la fameuse source anonyme. Et ils n'auront pas à chercher longtemps. Si cette personne avait la garantie de rester anonyme en appelant la hotline, elle a sûrement dû penser qu'en appelant le 911, ça allait être pareil. Mais non, cet appel sera localisé et il provient d'un numéro local. Et une fois l'adresse en main, les policiers foncent au domicile en question. Puis ce sont les constatations du médecin qui vont tomber. Il indique qu'elles ont été abusées, qu'elles ont été battues avant d'être étranglées. Et le mobile est évident. Et comme je vous le disais, comme le parc se situe sur la route entre chez Gina et Elizabeth, ça signifie qu'elles ont probablement fait une mauvaise rencontre sur le chemin du retour. Mais l'endroit où elles ont été retrouvées n'en reste pas moins étonnant, puisque la nuit, il est désert. Et ce n'est pas le chemin qu'elles étaient censées emprunter. La réalité, c'est que pour gagner une dizaine de minutes, elles ont fait le choix d'utiliser un raccourci en longeant les voies ferrées, en pleine nuit, dans l'obscurité, plutôt que de rester sur la route habituelle, à savoir descendre la 34e rue, qui est une longue rue très fréquentée, même la nuit. Elle est bordée de lampadaires, il y a des habitations, mais non, elles ont préféré prendre le raccourci. Sachez qu'on ne sait pas exactement quel chemin elles ont pu emprunter, je vais vous montrer la zone. Il est probable qu'elles soient passées par ce parking-là, qui à l'époque était ouvert, et là c'est fermé, parce que là c'est une prise de vue qui est actuelle, qu'on imagine bien que depuis une trentaine d'années, les choses ont changé, et elles voulaient rejoindre l'Hammond qui se situe tout là-haut, et donc c'est par là qu'elles se sont baladées en sachant que leur corps a été retrouvé à peu près là, non loin du parc. Donc on sait qu'elles sont parties dans cette zone-là, mais connaître leur trajet exact, impossible de le savoir. En tout cas, on peut imaginer, vu la configuration, que la nuit, ça doit être quand même assez sombre. Et c'est par là qu'elles ont rencontré les garçons. Les voies ferrées sont à ce niveau-là. Pourtant, les habitants du coin savent que passer par là, par le bois, non loin des voies ferrées, ce n'est pas très prudent. En plus de faire sombre, c'est un coin isolé. Ce qui veut dire que les pauvres ont perdu la vie pour pouvoir gagner 10 petites minutes dans l'espoir d'arriver pile à l'heure du couvre-feu. Mais on ne sait pas encore tout et le pire reste à venir. Comme je vous le disais, les policiers se sont rendus à l'adresse du numéro de téléphone de la source anonyme. Il s'agit d'un appartement du quartier de Houston 8. Le domicile est celui d'un couple, monsieur et madame Cantu, et en toquant à la porte, c'est Joey Cantu qui leur ouvre. En les voyant, il comprend dépité qu'on est remonté jusqu'à lui. Et il ne va pas chercher à nier l'évidence. Oui, c'est bien lui qui a appelé. C'est sa jeune épouse, Christina, qui l'a supplié de le faire. Elle se sentait désolée pour les familles et voulait qu'elles puissent enterrer dignement leurs proches. Et il va expliquer comment il a su où étaient les deux amis. Il explique que dans la nuit du 24 juin, ou plutôt le vendredi 25, aux petites heures du matin, le soir donc de l'anniversaire de Gina, alors qu'il était avec sa femme, Christina, en train de regarder la télévision, son petit frère, Peter, qui l'héberge chez lui, est rentré en compagnie de 3 amis. José Medellín, Efraín Pérez et un autre
dont il ignore l'identité puisqu'il ne l'avait jamais vu auparavant. En rentrant, ils ont fait un sacré vacarme, ils parlaient fort, ils riaient aux éclats, ils semblaient particulièrement agités, comme s'ils avaient fait le coup du siècle. Joey s'est demandé ce qu'ils avaient bien pu faire encore, et il a été stupéfait de leur conversation. Ils se sont vantés auprès de Joey et Christina d'avoir attaqué 2 jeunes femmes, là, à l'instant, dans le parc T.C. Jester. Ils ont raconté dans les détails comment ils se sont relayés pour abuser d'elles, puis comment ils les ont ensuite éliminées. Alors qu'ils disaient ça, ils agitaient des bijoux féminins, leur butin, se demandant comment se les partager. Ils riaient de la terreur et des hurlements de leurs victimes. Ils n'avaient pas l'ombre d'un remords. Au contraire, c'était de toute évidence une expérience des plus amusantes. Joey explique qu'après avoir partagé les bijoux, les amis de Peter sont partis et Peter, lui, est parti se coucher comme si de rien n'était. Alors Christina l'a supplié de contacter les autorités. Mais Joey a refusé. Après tout, Peter, c'est son frère. Mais il a aussi expliqué que c'est 3 jours plus tard, lorsqu'il a découvert un article sur la disparition d'Elizabeth et de Jennifer, qu'il s'est rendu compte qu'elles n'avaient toujours pas été retrouvées. Alors il en a parlé à Christina, et lorsqu'elle a réalisé qu'elles étaient toujours là-bas dans le parc, et que les Peña et les Hertman étaient toujours à leur recherche, elle en a eu le cœur brisé, laissé comme ça des parents dans l'expectative. Elle a trouvé ça cruel, et c'est sur son insistance que son mari va sortir du silence et appeler la fameuse hotline. Il va donc donner aux policiers les identités des amis de son frère, à l'exception de celui donc qu'il n'avait jamais vu auparavant, mais pas que. Il va leur donner l'identité du groupe d'amis de son frère, groupe qu'ils ont surnommé les BNC. Et c'est ainsi que les policiers vont remonter à cette bande dont ils ignoraient l'existence, les fameux BNC. Ils vont identifier les membres un à un, puis ils vont aller les arrêter en simultané dans le but de les interroger. Nous sommes alors le 29 juin 1993. Et lorsqu'il découvre le nombre de suspects, le sergent Miller est effaré. Il dira, je cite, « J'étais choqué de voir qu'autant de personnes étaient impliquées et que personne n'avait tenté de les arrêter. J'étais complètement abasourdi. » Cette bande est composée du chef, Peter Cantu, âgé de 18 ans, de José Medellín, âgé de 18 ans, de son petit frère Venancio Medellín, d'Efren Pérez, 17 ans, de Derrick Sean O'Brien, 18 ans, de Raúl Villarreal, 17 ans, et enfin des frères Roman et Frank Sandoval, âgés de 17 et 18 ans. C'est donc toute la bande qui est interrogée et leur domicile perquisitionné. Et chez l'un d'entre eux, Derrick Sean O'Brien, 18 ans, les policiers vont trouver l'autre morceau de la ceinture rouge déchirée qui était par terre dans le parc. Alors qu'ils sont interrogés un par un dans des salles séparées, ils vont nier, ils refusent de s'accuser les uns les autres. C'est la loi de la street, personne ne veut passer pour une balance. Mais l'un d'entre eux, qui est beaucoup plus jeune, il a 4 années de moins que les autres, il est beaucoup plus impressionnable. Il s'agit de Venancio Medellín et lui décide de tout raconter. En contrepartie, les policiers lui ont promis une réduction de peine. Il explique que ce soir-là, le groupe s'est réuni pour une occasion un peu spéciale. Voulant faire comme dans les reportages à la télé, ils ont décidé que chaque nouveau membre devait passer par un cérémonial consistant à se faire casser la figure pendant de longues minutes. Et justement, le soir du 24 juin, c'est l'initiation de Raúl Villarreal, 17 ans, celui que ne connaissait pas Joey. Et dans la bande, il ne connaît qu'Efray, mais il aimerait bien faire partie des BNC. Le petit groupe s'est donc donné rendez-vous en début de soirée dans le parc T.C. Hester. Au début, ils boivent pendant quelques heures, histoire de se mettre en jambes, puis aux alentours de 22h30, le chef, Peter, lance le top départ. Le but du jeu est simple, Raúl doit se castagner avec les différents membres, l'un après l'autre. Il arrive à battre les 2 premiers, mais au 3e, il perd connaissance quelques instants avant de reprendre connaissance. Les autres en profitent pour s'entretenir en privé, et quelques minutes plus tard, Peter est fier de lui annoncer, je cite, « Tu es de la partie, mec, tu es un dur à cuire, tu es le bienvenu pour passer du temps avec nous quand tu veux. » Et puis le petit groupe reste dans le parc pour discuter et boire lorsque près d'une demi-heure plus tard, ils aperçoivent au loin Jennifer et Elizabeth. Au début, ils pensent que c'est là un homme et une femme, et Peter, frustré de n'avoir pas pu se castagner avec Raúl, a bien envie de s'en prendre à cet homme.
Mais ils sont agréablement surpris de constater que c'est là 2 jeunes femmes. Et c'est José Medellín qui, le premier, va à leur rencontre. Il leur pose des questions, leur demande comment elles s'appellent, comment elles vont. Jennifer et Elisabeth pressent le pas lorsque José se met à toucher Elisabeth, dans des endroits pour le moins privés. Alors la pauvre, elle retire ses mains, elle lui dit d'arrêter et continue d'avancer. Et José lui dit alors « Non bébé, tu vas où comme ça ?» Il met ensuite son bras sur son épaule, puis la jette au sol et la traîne sur une pente de gravier en direction des autres membres du groupe. Jennifer, prise de panique, va fuir un peu plus loin. Étonnamment, aucun des garçons n'essaye de la rattraper. Et la raison, c'est que dans le fond, une seule suffit. Elisabeth est plaquée au sol, ils sont tous autour d'elle. Elle hurle à Jennifer de venir l'aider et comprenant que les choses sont sur le point de dégénérer, les frères Sandoval décident de partir. Tout ça, ça va beaucoup trop loin pour eux. Ils prennent la poudre d'escampette et rentrent chez eux. Et alors qu'elle est en sécurité, en entendant les cris de son amie qui implore son aide, Jennifer, qui ne peut se résoudre à l'abandonner, décide alors de rebrousser chemin. Elle pense naïvement pouvoir sauver son amie. Et alors que les garçons sont en train de maîtriser Elisabeth, ils voient revenir Jennifer. Qu'a-t-elle bien pu imaginer? Ils sont nombreux, alors c'est noble de sa part, mais en faisant ça, elle s'est juste condamnée, puisqu'alors qu'elle s'approche d'eux, elle hurle aux garçons d'arrêter, elle les supplie d'épargner son amie. Peut-être qu'elle pensait les faire fuir ou leur faire pitié, eh bien c'est tout le contraire qui va se passer. La voilà poursuivie à son tour, et cette fois c'est trop tard. Peter et Derek O'Brien la rattrapent et la jettent au sol. Voilà donc les 2 amies prises au piège, et les garçons jubilent. 2 pour le prix d'1. Et leurs intentions sont claires, ils décident qu'ils vont les abuser. Et c'est alors un terrible cauchemar qui attend Jennifer et Elisabeth. Un cauchemar qui va durer 1 heure. Elles ont beau résister de toute leur force, elles ne font pas le poids. Et il n'y a pas âme qui vive dans les environs, il n'y a donc personne pour entendre leurs cris. Et ils vont alors se succéder sur elles. Selon le témoignage du plus jeune, il n'y avait jamais moins de 2 hommes sur chacune d'elles. Imaginez à quel point ce sont des monstres. Et comme ils le raconteront plus tard à Joey, le frère de Peter, tout ça, ça les amuse. Ils rient à gorge déployée sans la moindre empathie pour les 2 amies. Et rien ne leur sera épargné, c'est l'horreur totale. Elles vont subir le pire, l'une à côté de l'autre. Elles ne peuvent que se regarder dans les yeux. La bouche, par devant, par derrière, et donc à plusieurs en même temps. C'est 1 heure d'horreur. Elle, qui n'avait jamais eu de relation avec des garçons auparavant. Seul Venancio, le plus jeune, qui après en avoir bien profité, va réaliser que c'est bon, ça va, ça suffit. Il va tenter de raisonner Peter ainsi que son frère. Il va finir même par les supplier d'arrêter et de partir. Mais non, ils en veulent toujours plus. Après avoir fini leurs affaires, ils réalisent que les filles pourraient les identifier. Alors Peter Cantu, le chef, ordonne aux autres de les éliminer. Mais il dit à Venancio, le plus jeune, de rester derrière parce qu'il est, je cite, « trop petit pour regarder ». Les membres conduisent alors les filles à 2 pas de là, dans une zone boisée. Jennifer sera la première, avec la ceinture en nylon rouge. O'Brien tire d'un côté et Peter de l'autre, mais la ceinture se casse. Ils finiront le travail en utilisant un lacet de chaussure. Et tout ça sous les yeux d'Elisabeth, qu'il force à regarder la scène, tout en lui murmurant à l'oreille qu'après, ce sera son tour. Et effectivement, maintenant, c'est son tour. Désespérée, Elisabeth tente d'apaiser la bande, offrant de leur donner son numéro de téléphone pour qu'ils puissent, je cite, se revoir plus tard. Voyant que ça ne marche pas, elle tente de fuir, mais Cantu la rattrape, il la plaque au sol. Et comme si sa tête était un ballon de foot, il prend son élan et il saute dedans. Elle va perdre 3 dents et rebelote. Il prend à nouveau son élan et cette fois, il va lui briser 2 côtes. Puis c'est José Medellín et Pérez qui vont finir le travail, là aussi avec des lacets de chaussures. Voilà, là, elles ont leur compte. Ensuite, ils vont récupérer leurs bijoux et le peu d'argent qu'elles avaient sur elles. En quittant les lieux, Peter remet à Venancio la montre bracelet Goofy prise sur Jennifer en disant « Tiens, prends ça, j'en veux pas ». Quant à lui, il garde la bague d'Elisabeth avec un « E » dessus
pour l'offrir à sa petite amie. La petite bande se sépare à l'exception de Peter, José, Pérez et Raoul, qui se rendent tous ensemble chez Joey et Christina, et la suite, vous la connaissez. La nouvelle des arrestations fait la une des médias, le nombre de co-accusés, leur âge aussi va choquer la population. Tous veulent leur peau, qu'ils ne puissent bénéficier d'aucune clémence, en particulier O'Brien, lorsqu'il sera révélé qu'il avait eu l'audace de revenir sur les lieux alors que la police venait tout juste de découvrir les corps. Alors que les enquêteurs travaillaient, une foule de curieux s'était rassemblée derrière le cordon de sécurité. La scène avait été filmée et on pouvait le voir tout sourire parmi les badauds. Et la justice va décider de montrer la même pitié qu'ils ont eue à l'égard de Jennifer et Elizabeth, à savoir aucune. À l'exception de Venancio Medellín, celui qui a donc tout raconté et qui est le seul à ne pas avoir été jugé en tant qu'adulte. À l'exception de lui, tous risquent la peine capitale. Il sera décidé qu'ils seront jugés séparément. Chacun des accusés s'est vu attribuer un juge différent et c'est une épreuve pour les familles qui devront donc assister et participer à autant de procès, ce qui veut dire qu'elles vont devoir revivre les événements dans les moindres détails à chaque fois. Il est décidé que le premier à être jugé sera le chef des BNC, à savoir Peter Cantu. Le procès a commencé à partir du 31 janvier 1997, soit 6 mois après les faits. Ce procès a bénéficié d'une couverture médiatique hors du commun. Ce sont des journalistes des 4 coins du pays qui ont fait le déplacement. Les 2 frères qui avaient fui la nuit du drame avant que les choses ne dégénèrent, et Joey, le frère de Peter, ainsi que Christina, sa belle-sœur, feront partie des témoins appelés à la barre. Lors du procès, les jurés seront confrontés aux photos prises par les agents le jour de la découverte des corps. Peter Cantu sera déclaré coupable après 4 jours d'audience et c'est plusieurs semaines plus tard que sa peine sera fixée. Il écope de la peine maximale, à savoir la peine capitale. Puis, c'est la date du procès de Derrick O'Brien, 18 ans, qui est fixée. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'avoir lieu, Joey Cantu, le frère de Peter, décide de pousser la porte du commissariat. Il veut s'entretenir avec les inspecteurs en charge de l'affaire de son frère. Il explique qu'il a des choses à dire. Et ce qu'il va annoncer aux enquêteurs va les laisser bouche bée. Il explique qu'il y a eu une autre victime avant Jennifer et Elizabeth. C'était 6 mois avant. Son frère, Peter, Derrick O'Brien ainsi que José s'étaient vantés d'avoir fait une autre victime. C'était là leur toute première et il n'était que 3 cette fois-ci. Et c'était déjà le même cas de figure. Alors qu'ils traînaient la nuit dans un parc public de Houston, une jeune femme avait eu le malheur de passer par là. Comme l'endroit était désert, les 3 avaient décidé de s'attaquer à elle. Les policiers n'auront aucun mal à retrouver l'identité de la victime. Il s'agit d'une certaine Patricia Lourdes Lopez, une femme de 27 ans, mère de 2 enfants, qui avait été retrouvée. Mais détail sordide, le contenu de son abdomen était posé à côté d'elle. Et c'était dans le parc Melrose. Une affaire ignoble et non résolue. Les enquêteurs comprennent alors que la pauvre a subi la même chose que Jennifer et Elizabeth. Et à l'époque, une canette de bière avait été retrouvée sur les lieux. Et il y avait des empreintes digitales dessus. Et après les avoir comparées au fichier, les policiers ont découvert qu'elles appartenaient à O'Brien, qui avait été arrêté à 3 reprises par le passé. Alors il avait été interrogé, il était même le seul suspect. Mais niant de bout en bout, les enquêteurs n'avaient pas pu le poursuivre en justice, car la présence de cette canette signifiait simplement qu'il était dans le parc, mais pas pour autant qu'il était l'auteur. Et puis les policiers avaient oublié. Voilà, et c'est le témoignage de Joey qui va permettre d'enfin confondre O'Brien ainsi que les 2 co-auteurs. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont sans doute sauvé plusieurs femmes en arrêtant les membres des BNC, jeunes, certes, mais ô combien redoutables. Et voici leur condamnation. Ils seront tous, encore une fois à l'exception du plus jeune, condamnés à la peine capitale. Et le premier à y passer sera O'Brien. Et il aura tout tenté, absolument tout tenté pour y échapper. De 1994 à 2006, il ne va pas arrêter de solliciter la justice pour sauver sa peau afin que sa peine soit commuée en prison à perpétuité. Mais en vain. C'était alors le 11 juillet 2006, soit 13 ans après les faits. Il était alors âgé de 31 ans. Il n'a pas demandé le dernier repas comme il est d'usage de le faire. Les familles des victimes et quelques de ses proches ont assisté
à la scène, derrière une vitre. Les Peña portaient des t-shirts avec les visages d'Elizabeth et de Jennifer dessus. O'Brien a déclaré, en regardant l'assemblée et plus particulièrement les familles des victimes, « Je suis désolé, j'ai toujours été désolé, c'est la pire erreur que j'ai jamais faite de toute ma vie, non pas parce que je suis ici, mais à cause de ce que j'ai fait et j'ai blessé beaucoup de gens, vous et ma famille. » Et il n'a eu de cesse de répéter qu'il était désolé jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Les parents n'ont pas été touchés par ces excuses. Le père d'Elizabeth a déclaré « J'aurais aimé que nous puissions faire les 6 en même temps. Mais bon, nous avons enfin obtenu justice pour Elizabeth et Jennifer. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait que d'avoir un peu de justice pour ma fille, pour tout ce qu'elle a enduré. Ces excuses ne signifient pas grand-chose pour moi. Cela ne ramènera pas ma fille. Et ces excuses arrivent un peu tard. Vous ne pensez pas ? Puis, à cause d'une réforme de la loi, et comme ils avaient 17 ans au moment des faits, les peines de Raoul et Pérez ont été commuées en peine de réclusion à perpétuité. José Medellín, quant à lui, a vu sa peine capitale appliquée le 5 août 2008 à 21h57. Lui aussi aura tenté tous les recours. Et le père de Jennifer a déclaré que tout s'était passé paisiblement et rapidement pour lui, en 20 secondes. Il a ajouté et qu'il aurait aimé que ce soit aussi rapide, facile et paisible pour sa fille. Et puis le dernier à voir sa peine capitale appliquée sera Peter Anthony Cantu, c'est 17 ans après les faits. Ça s'est passé le 17 août 2010 à 18h09 et lui a refusé de faire une déclaration finale ce jour-là. Ignoble jusqu'au bout, il n'a pas présenté d'excuses. Et voici ce qu'ils sont devenus pour certains, je n'ai pas tout trouvé. Pérez est depuis décédé. Raoul sera libérable après avoir purgé 35 ans de prison, si un juge le veut bien, pas sûr, vu la notoriété de cette affaire qui perdure encore à ce jour. Et le plus jeune, Venancio, a tenté une libération sur parole en 2020, libération sur parole qui lui a été refusée. Adolphe et Melissa Peña, les parents d'Elizabeth, sont devenus grands-parents. Ils ont déclaré avoir été sauvés par leurs 2 autres enfants qui leur ont donné une raison de se lever chaque matin, même si leur fils Michael reste amer. Randy, le père de Jennifer, s'est quant à lui réfugié de longues années dans la boisson, mais il a réussi à rester sobre pour le bien de sa femme. Les deux ont vécu une petite vie tranquille, s'occupant du jardin de leur petite maison de 2 étages au bord du lac de Somerville. Randy est même devenu un fervent défenseur des droits des victimes. Il a aidé énormément de personnes. Mais sachez qu'il est décédé d'un cancer du poumon le 18 août 2014. Et enfin, sachez qu'à Houston, il y a un mémorial dédié aux filles qui se trouve dans le lycée Waltrip et un autre qui se trouve dans le TC Jester Park. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous donner comme toujours vos impressions en barre de commentaires, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters, à nous écouter sous forme de podcast pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.